Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve au Monchon Mastermind, on est au Cap d'Antibes, on a plus de 500 entrepreneurs ici, il y a Tai Lopez, Yomi, Taylor Chiche, il y a vraiment du très beau monde. Le but c'est que vous rencontriez un maximum d'entrepreneurs et vous puissiez aussi vivre cet événement avec moi. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Simon Zohar, ça fait 2 ans que j'habite à Dubaï. De base moi je suis du sud de la France, je suis d'ici, donc là je suis un peu retour à la maison. Avant j'avais une agence marketing que j'ai développée pendant 6 ans et maintenant je me focus sur le développement d'un SaaS sur Instagram et à côté j'ai un club sur la partie événementielle, réunir des entrepreneurs, des expériences exceptionnelles, comme ici, au Cap d'Antibes. J'espère que vous allez kiffer cette vidéo, je vous emmène avec moi, let's go. Bon alors Simon, tu le sens comment cet event? Franchement, elle va bien se passer, hein. D'avoir la maison, c'est... Ah, il y a du monde déjà un petit peu, t'attends? Un petit peu. Pas beaucoup de monde, ça va. Ouais. Déjà, j'ai pas dormi de la nuit, parce que hier, j'ai envoyé sur le groupe un message avec la conciergerie. En gros, si tu veux, j'avais un van Maybach disponible. Ouais. J'en avais qu'un, et mon WhatsApp, ce matin, il a crash. Hier, jusqu'à 3h du matin, j'étais en train de booker des mecs. Et voilà, ça se passe bien. Et là, voilà, on arrive à la villa, il y a des supercars de partout. Il y a franchement beaucoup de beau monde. Et ça me fait plaisir de refaire cette vidéo avec toi. Là, il y a de parties, networking partout, all over the world. Eh bien écoutez, je m'appelle Sacha et je fais de la création de contenu et j'aide des gens à faire de la création de contenu parce qu'on a eu des résultats de ouf. Voilà. C'est quoi les résultats? Et les résultats, c'est des x2, des comptes qui font 0 à 20K en quelques vidéos, des comptes qui font 0 à 60K. Instagram? Ouais, format court. Principalement ceux qui font du B2C parce que c'est 100 fois plus simple à avoir des résultats, mais n'importe quel entrepreneur, oui, bien sûr. Ok. Des niches qui ont des choses intéressantes à raconter par des mecs qui sont rentrés, ils sont à leur premier cycle de contenu. C'est-à-dire ils ont des règles à suivre qui sont pas... fais pas de séquence de story quand t'as 500 abonnés. Tu peux, oui tu peux, mais je veux pas dire, la principale... voilà, plus donne et les gens viendront après te demander, seront intéressés, viendront en DM. Ouais. Ça va toi? Ouais, ça va. T'es arrivé quand de Dubaï? Là, il y a... Là, j'étais quoi là, ça va. Ok, là j'ai vu. Là, t'as fait des events et tout, ça va. J'arrive un peu là, je bombarde. On peut se mettre là, c'est quoi? Ouais, t'es vite? Vas-y. Il m'a accepté. Et Laure, il va arriver pendant que je parle. Donc je vais vous donner quelques infos à propos du planning, à propos de l'événement, comme ça vous avez tout. Et puis on va commencer. Let's go, ça va être cool. C'est vrai qu'il fait pas trop chaud dedans. De toute façon, on a de l'eau qui arrive, on a le traiteur qui installe, etc. Donc là, comme je vous ai dit, il y a Adam qui passe, après Taylor. Et puis après, on va faire une pause pour manger. Déjà, merci beaucoup de m'avoir fait confiance, d'être venu à l'événement. Ça fait 6 mois que je suis enfermé dans ma chambre à faire des stories, à envoyer des messages. Et vous êtes vraiment venus, et on est vraiment beaucoup. On a 400 chaises, il y a beaucoup de personnes debout et là-bas ça a l'air d'être bien complet. Donc ça veut dire qu'on doit être 450 avec le staff 500. Donc insane, c'est incroyable. Merci de m'avoir fait confiance, vous allez voir c'est vraiment incroyable. On a check-in le 18 il y a 2 jours dans la maison. On a eu des soirées improvisées, il y a plein de gens qui sont passés, des centaines de personnes déjà. Et il y a tellement de connexions qui ont été faites, il y a tellement de trucs qui se sont organisés, enfin qui ont été faits en 48 heures. Et là on est énormément. Beaucoup d'entre vous me suivez sur les réseaux, vous savez ce que je dis. Le réseau, c'est un truc qui compound. Là, il y a 500 personnes qui rencontrent 500 personnes, ça fait 250 000 connexions. Il y a énormément de personnes successful, énormément de personnes très qualifiées. Donc, c'est trop cool. Adam est prêt, je vais le laisser parler, je vais aller accueillir Taylor. Ça va être cool, vous pourrez lui poser des questions, etc. Let's go, mec. Ça va? Donc je suis très content d'avoir Adam à l'événement. On se connaît depuis pas si longtemps que ça, mais franchement c'est un gars que j'apprécie énormément, très sain, très bonne santé. C'est vrai que je l'ai rencontré à Bali. À Bali, bon, il y a un peu de tout. Moi je suis pas un grand fan, il y a beaucoup de chaos. Et Adam, quand je l'ai vu là-bas, je me suis dit waouh, ce mec, il est tellement en bonne santé, il mange tellement bien. On a parlé des heures et des heures. Et et ouais, franchement, je suis trop content d'avoir aujourd'hui. Donc il se présentera mieux que moi je peux le présenter. Et il vous a préparé une super conf, ça va être sympa. Hâte d'écouter tout ça. J'espère que vous êtes chaud. Déjà, merci beaucoup à Ethan pour l'organisation. Je pense qu'on peut tous le dire, c'est exceptionnel. Donc bravo Ethan, je pense qu'on peut l'applaudir déjà, on est tous là.
Alors moi aujourd'hui, malheureusement, je vais pas vous parler de marketing, de ROS, de chiffres, d'investissement, d'optimisation fiscale. Je vais pas vous faire gagner de l'argent directement. Je vous laisse vous asseoir. Je le connais assez bien. Et après, idéalement, même si jamais il y en a qui me posent aussi quelques questions, why not aussi faire un FAQ et échanger un peu justement ensemble si vous avez des questions à lui poser directement. Ça va? Tu t'es régalé? Mec, je vais faire comme toi là, je commence à kiffer le réseau là. Ah ouais, ça y est? Tu prends les contacts? J'ai toujours été dans ma chambre là, bosser, à être compétent. Et On est mieux sur les événements quand même. Je rencontre personne et là, franchement, c'est marrant. Ah, ça te débloque plein de trucs, hein, t'as vu? Les contacts. C'est cool, ça inspire d'eux. Moi, je vais être intervenant la prochaine fois. Ok, c'est le step. Ouais. Trop bien. Ah, ça va, ça prend un peu ton club ou pas? Ouais, c'est bon, ça se passe bien, franchement. Il y avait du monde la dernière fois? La pole party, ouais. On était 15, une quinzaine au final. T'as fait des ads un peu? Ouais, pas pour l'event. Événement, j'évite les ads parce qu'en fait, tu traites de la merde. Les leads qui arrivent, c'est que des mecs qui veulent gratter. J'ai le réseau pour ramener déjà les bons gars, donc je préfère envoyer un message. Comme on a échangé, tu vois, je t'avais proposé. Et tu vois, après, il y a ceux qui veulent, ils viennent, et ceux qui sont dispo. Bah nous en fait si tu veux, on était là il y a 10 jours dans le sud, on est remonté à Paris et là on est venu là hier. Pour l'event. Ouais, juste pour les. Mais parce que je pense que ça peut bien l'aider, tu vois. Bah je pense, ouais. Moi en vrai dans mon contenu il n'y a pas grand chose à faire ici. Bon, moi je rencontre des gens, voilà, c'est cool. C'est cool, peu networking. Pour J'ai changer. du mal, j'ai arrêté de networker. Ah mais ça, depuis que je t'ai rencontré, je le sais que t'as du mal. Ouais, faut que. Mais c'est bien, tu vois, c'est cool, tu rencontres de nouveaux Ça me rappelle profils. les events quand je me lançais dans le business là. Ah ouais? Non, en fait, j'aime bien parler aux gens. Si les gens viennent me parler, ça va, tu vois. Ouais. Mais en fait, tu tombes tellement sur. C'est random, en fait, quand tu parles à quelqu'un. Donc, faut refaire l'effort de comprendre un peu le personnage. En fait, c'est random, mais quand t'es dans une maison, comme ça, faut se dire c'est pas random. En fait, on est tous là pour la même chose. Mais Ouais, oui, c'est vrai, semi-random. déjà, il y a eu un filtre. Et on a tous des points communs, tu sais, ou des contacts en commun. Ouais, c'est vrai. C'est des amis d'amis, tu vois. Donc ça va vite en fait. Bah là, si j'ai préparé un peu Bad Box. Donc en fait, on va suivre un peu ma vie. Il m'arrive aussi des trucs un peu marrants. Mais là, je fais de la boxe, boxe anglaise. Il rigole pas, hein. Pour avoir boxé Non, contre lui, non. ça envoie. Started out, Imagazi, Yomi, that's coming. Most of the young entrepreneurs in every country started in my program. A lot of people, richest young guy in Brazil. I've seen a lot of stuff. I've done tech businesses, physical products. I've done probably almost 300 million in coaching business. And so, yeah, feel free to. Any questions on any subject? Yeah, go ahead. What do you think about the winner of funnels and how would you scale it to the moon? What do I think of webinars? To make money, you're not going to be able to have one tool. One tool will always stop working. So I would have webinars as part, but the way to think about it is, let me ask a question in this room. Who here will never watch a webinar? You just don't ever go on anybody's webinar. Me. I never watch anybody's webinar. I'm too busy. But if you have a video on your website that's like 10 minutes, I might watch the whole 10 minutes. But I'm not going to sign up for a fucking webinar. So probably 30% of your customers will come on a webinar, 60% won't. So I like to have webinars for the people who like webinars, but I like also I think VSL Flow is really good. Just a video sales letter. Both? Yeah, hell yeah. A good video sales letter will make you the most. All the people who do webinars, I have a friend in Puerto Rico. He's American, but he moved to Puerto Rico. If you live in Puerto Rico, you only pay 4% tax on income, 0 on capital gains. He's making almost $1 million a day right now. There's a guy in Los Angeles named Craig Clemens. He has a company called Golden Hippo. He's been doing $1 billion a year US for 5, 6, 7 years. He doesn't have any webinars. A good VSL will beat anything, but VSL is harder to do. Yes, same thing. It's not the same. Just hire one American woman to be the face of your marketing agency, or a man. You know, the richest guy that I know is Steve Ballmer. He started Microsoft with Bill Gates. I asked him once, I said, what's the #1 word for wealth? Like, what creates wealth in just one word? He said, creativity. Most people get stuck at a little problem. That's a little problem. If you don't speak any English, it's not hard to figure out how to come to America. Hire somebody who speaks English.
You can hire an American speaker for nothing. Do you think like people in the US would be like skeptical of sending someone? Remember, America's not a skeptical market. Americans will hire a brand new person. Every single day I talk to my followers. I just had a guy who paid $50,000 to somebody who met at a dinner like this for 6 months of marketing for him. I'm like, you don't even fucking know this guy. He's like, well, he told me he's good. That's how Americans think. Europeans are more skeptical. They'll be like, fucking, look at, did you go to Harvard and shit like that? So no, that's why I said, come to America, people are more open-minded. All you have to do is, Americans are more about, are you trying? If you try for people, they pay you for marketing. Yeah, easy. I would buy a marketing agency in America. But the best copywriter, the best marketers in the world right now are Brazil. Brazilians are crazy. And you can hire a really good Brazilian for 1,000 or 2,000, 3,000, 4,000 a month. Every time you hit a problem, you have to see it like it's nothing. It's kind of like in the gym. Anybody here can bench press 150 kilos? 150? Yeah. So it's the same with money. Whoever gets stuck at the lowest weight makes the least amount of money. I meet some entrepreneurs, I'm like, oh, you should go to America. They're like, I don't speak English. I'm like, that's a little problem to solve. That's like 20 kilos. You should just be like, well, fuck, I'll hire somebody who speaks English. Who speaks American. Your income will stop whatever problems start to feel hard for you. So you have to train your brain that almost nothing's hard. Just Elon Musk, it's called arguing, first principle thinking. Has anybody heard this? First principle thinking? Yes. How do you say that in French? Principe premier. Principle. Premier? Oh, that sounds good. Premier principle. Yeah. Yeah. So when you think of first principles, you think, if everything was easy for me, what would I do with my life? That's actually the best. Who here feels like you don't know what you should do with your future? Anybody? Only one guy's honest? Come on. So let me ask you a question. If everything was easy for you, what would you do for business? If literally you could start a restaurant, it would make, and anything you did would only make you $1 million. Anything. So if you start a restaurant, it'll make you exactly $1 million in profit. If you start a hotel, if you start an e-commerce, what would you do? I think content, like just sell like some advice to the people to like know what they should try to do. So like being a coach? You know, like a bit like a... But you said you don't know what you should do with your life. But you want to help other people who don't know what they're doing. That's very ironic. Ce qui est intéressant avec ce genre d'événement, c'est que là on est 500 entrepreneurs. C'est compliqué de parler avec tout le monde et de vraiment faire du business avec les gens, surtout dans des formats aussi courts, sur une aussi courte période de temps. Et quand il y a beaucoup de gens, on est toujours le FOMO de toujours passer à la personne suivante, etc. En fait, ce qui est important, c'est de prendre du temps avec chaque personne pour aller chercher et voir les synergies, pour vraiment pousser le truc le plus loin possible. En fait, vous n'avez qu'une chance de faire une bonne impression et c'est à ce moment-là. En fait, une fois que cette première impression elle est faite et qu'elle est bonne, vous allez choper le contact du gars, après tout se joue par la suite. C'est-à-dire que là, l'événement, c'est juste des points de contact. Vous chopez les contacts, etc. Il y en a quelques-uns qui ont dû closer en live avec un lien de paiement et tout, mais c'est peut-être 0,01% des gens présents et des connexions qui se sont faites. Sinon, tout va se jouer après. Et si vous récupérez les contacts, après vous closez. Et ça, c'est important de l'avoir en tête. Et je vois trop de gens faire l'erreur. Il y a quantité et qualité. En fait, si vous prenez un contact mais de la mauvaise manière, vous n'allez pas réussir à le convertir. Donc, c'est important de faire du réseau aussi en prenant son temps avec les gens, en créant un lien, parce qu'ils vont se rappeler plus facilement de vous,
de la bonne manière aussi. Et donc si vous avez fait une bonne impression, vous avez été efficace sur le terrain, derrière ça va payer. Moi je vois beaucoup d'erreurs en vrai là dans cet événement, c'est que les gens Qu'est-ce que tu vois comme erreur ils vont trop vite, ils prennent pas le temps avec chaque personne. Après je peux comprendre c'est compliqué, on a très peu de jours, il y a beaucoup de gens, il y a de la FOMO comme je disais, mais c'est important d'avoir de la patience, voilà, on a le temps. Il faut bien sélectionner les personnes, alors avant de leur avoir parlé c'est compliqué, donc il faut quand même aller vers les gens, mais globalement quand vous intégrez un groupe, vous allez directement savoir avec qui vous pensez avoir plus de choses à faire ou de valeurs à échanger. Donc c'est important de se rediriger vite vers les bonnes personnes et de savoir aussi dire stop à une conversation qui ne mène nulle part, où vous sentez n'est pas utile pour vous actuellement, de manière totalement polie et courtoise, toujours, c'est important. Mais voilà, en vrai c'est ce que je dirais pour faire du bon réseau. Et bah, c'est le cas de cet événement. En vrai, il y a du beau monde. Maintenant, il faut savoir en tirer profit. Et quand tu sais faire du réseau et que tu sais l'exploiter comme il faut, bah, en vrai, tu récupères tout ce qu'il faut, quoi. Quand tu récupères un contact et que quelqu'un te demande ton numéro de téléphone, c'est que tu as été très bon, très percutant et que potentiellement tu as beaucoup de valeur à lui apporter. Donc le gars, il veut absolument avoir ton contact. Mais dans l'autre sens, il ne faut pas, à l'inverse, hésiter à demander. Il y a des gens, tu vois, ils ont trop d'ego pour te le demander. Donc ils veulent que tu lui demandes. En fait, il faut juste l'amener de manière smooth. C'est-à-dire qu'il faut dire, OK, on a ça en commun, on a cette collab à faire, on a cette synergie, je peux te connecter avec un tel. Ben tiens, viens d'ailleurs, on échange nos contacts, j'ai apprécié cette conversation. Il faut l'amener au bon moment. C'est pas OK, tu fais quoi dans la vie, c'est stylé, tac, viens, on échange nos numéros. Non, parce qu'en fait, tu peux le faire, mais tu vas juste collecter des numéros de téléphone. Donc ça sert à rien. Le but, c'est vraiment d'avoir après derrière un impact avec cette personne-là, de pouvoir la revoir, de pouvoir la recontacter, qu'elle se souvienne de toi, qu'elle ait un bon souvenir de toi. Ouais, c'est ça, hier, il y a un gars qui est venu nous voir là, à côté de la piscine et qui disait ouais, les gars, vous faites quoi, etc. Viens, on échange sur Insta, sans forcément apporter de la valeur, sans forcément comprendre pourquoi il voulait forcément nos contacts. Donc ce gars-là, bon, bah, il est dans mes abonnés Instagram. Je ne sais même pas si je les follow back, sûrement, parce que j'ai follow beaucoup de gens d'hier. Mais globalement, ouais, on va jamais rien faire ensemble parce que j'ai rien retenu de spécial de lui, à part qu'il avait une agence de communication, mais il m'a pas forcément impacté, il m'a pas expliqué sa niche, son élément différenciant, pourquoi lui. Donc même si je voudrais le recommander, même si je voudrais faire appel à lui pour des services, etc., bon, bah, j'en sais rien en fait, tu vois. Donc ouais, prendre les contacts de la bonne manière, c'est important et montrer l'intérêt aussi que la personne a en face de prendre ton contact, c'est aussi important. Il est fou lui, il va cramer. Noam, le boss. Moi j'ai une conciergerie dans le ticketing, donc achat-revente pour des places, pour des événements sportifs, musicaux, etc. Donc c'est assez niché et les gens découvrent, donc c'est cool. Honnêtement, bah, on peut faire du réseau sur plein de domaines différents. Il y a des gens qui ont des agences marketing, des SaaS, des conciergeries qui font de l'e-com, un peu de tout, même des business physiques. Donc non, franchement c'est très sympa et je reviendrai. Hein. Et le cadre est fou. Le cadre, il faut que tu filmes hein, parce que là, franchement, entre la piscine, la maison et le jardin. Ouais. Non, c'est assez exceptionnel. Avec la maison là. C'est vraiment assez exceptionnel. J'ai une activité qui, je pense, va jamais s'arrêter. Des concerts, il y en a chaque année. Beaucoup de personnes connaissent des gens qui veulent y aller, etc. Donc en vrai, c'est assez intéressant. Et même pourquoi pas trouver des potentiels investisseurs, des gens qui souhaiteraient investir un petit peu d'argent. Parce que j'ai quand même besoin d'un flux assez important à chaque fois. Et je souhaite scale au max. Donc voilà, si des gens souhaitent potentiellement rejoindre l'aventure, voilà, ça peut me servir. En plus, ce qui est intéressant avec son projet, c'est que toi, si par exemple quelqu'un investit 100 000 chez toi, ça te permet d'acheter plein de places pour aller les revendre. Donc en fait, tu serais même pas obligé de t'associer avec le gars. Il pourrait juste investir pour dire ok, je te donne de la trésor, truc, et on fait 50-50 sur les bénéfices, sur les reventes que tu fais. C'est ça, ouais. En fait, c'est un placement qui est fait au début. Derrière, moi, je gère tout, donc à savoir l'achat des places, la revente, les fluctuations. Vraiment, je gère le process de A à Z. Et derrière, eux récupèrent un ROI qui est fixé en fonction de la somme investie, du délai d'attente pour leur paiement. Et derrière, voilà. Ils gèrent tout de A à Z et eux, ça leur permet de mettre les pions un petit peu à droite à gauche, pouvoir multiplier leurs sources de revenus et moi justement ça me fait ce flux de trésorerie là qui me permet de faire tourner le business et de le faire augmenter. Let's go, merci Noam. Avec plaisir. C'est qu'en fait, avant, la force physique, c'est plus un mec était fort, plus tu allais le payer cher. Une fois que tu as mis des machines, tu peux prendre des gosses. C'est beaucoup moins cher et du coup on a mis des gosses. Après on s'est dit au XXe siècle, on veut utiliser les gosses des autres parce que progrès social, etc. Et en fait là on va glisser dans les années à venir vers à nouveau les gamins qui vont travailler, les gamins autistes. Et on va tous finir en concurrence contre des gamins autistes sur Claude Code qui vont venir sinistrer toutes les industries une par une. De toute manière, ils sont au fond de leur rizière, le bout du monde. Donc RGPD, 3D Secure, tout ça, ils s'en foutent. Et donc en fait, on est sur un marché ouvert, planétaire, dérégulé. Enfin, en soi, il est régulé, mais malheureusement, le gros des gens s'en foutent. Et donc, on va être en concurrence contre finalement des gamins à l'autre bout du monde qui vont tout défoncer. Ça va Antoine? Ça va et toi Simon? Très bien. Dis-nous un peu ce que tu fais toi dans la vie. Qu'est-ce qui t'amène au mastermind déjà? Alors qu'est-ce qui mène dans le mastermind? C'était connecter avec les gens qu'on voit sur internet tous les jours. On s'était rencontrés à travers une passe de notre cher Prashad, qui est un ami et aussi un partenaire. Ouais. Donc c'est briser la barrière du digital, rencontrer les gens en physique.
et puis créer de nouveaux partenariats tout simplement. Ah, trop stylé. Ouais, quand je suis arrivé ici, il y a un gars qui m'a dit ça, enfin on était plein à dire ça, c'est qu'il y a le feed d'Instagram de tout le monde ici. Ah, exactement. Et toi, Antoine, disons, tu viens d'où de base? Moi je suis né d'Alsace, donc je suis un Alsacien. Alors j'ai un nom à consonance italienne, j'ai un père d'origine sicilienne, mais je suis né à Strasbourg. J'ai mon associé Hugo qui n'a pas pu être présent aujourd'hui, il est en Norvège actuellement, qui est aussi alsacien. On s'était rencontrés en école de commerce à Montpellier. Et on a créé Striker, comme tu le sais maintenant depuis presque 2 ans, qui devient l'agence numéro 1 sur le marché francophone, sur la gestion de pôle de vente. Pour vous donner un peu de data, c'est 1,3 million sur notre première année, et là on devrait faire entre 4 et 5 millions sur notre deuxième exercice. Donc tous les plus gros du marché en tout cas nous ont fait confiance et nous font confiance aujourd'hui. Ok, trop bien. Et comment toi tu t'es lancé dans ce milieu de la vente, etc. C'est quoi un peu ton parcours? Ouais, moi j'ai fait un parcours très classique dans la partie commerciale. Je vous passe mon passage en études, mais bon, prépa, que j'ai arrêté. J'ai fait un BTS en alternance, école de commerce en alternance. Je viens pas d'un milieu très aisé, donc je vais me débrouiller aussi de cette façon. École de co, toujours en alternance comme je l'ai évoqué, et toujours sur un parcours commercial. Donc ça fait plus de 10 ans que je suis sur la partie sales, notamment dans l'industrie et le bâtiment, notamment chez Target et Bostik. Donc parcours pur corpo, dans le monde commercial et surtout sur du full cycle. Et on est arrivé dans le monde du fabuleux du closing il y a 4 ans pour Hugo, 3 ans pour moi, avec de très belles victoires jusqu'à la création de Striker. Et comment tu arrives dans ce milieu du business en ligne? C'est comment que tu as vu l'opportunité? Parce que quand tu es commercial, en plus dans le corpo, comme le cas par exemple de Thomas qu'on connaît tous les deux, comment tu fais la transition? Comment tu te dis ok, c'est un milieu qui me tente? Comment tu découvres tout ça? En toute honnêteté, moi c'est Hugo qui a tracé la voie concrètement. Je pensais que c'était un gros voleur. Je lui dis qu'est-ce que tu me fais sur internet, et je vous le dis avec toute l'honnêteté que j'ai, parce que j'ai encore des personnes qui se posent des questions sur mais attends Antoine, c'est un truc sérieux ce que tu es en train de faire ou non? Oui, c'est très sérieux, maintenant je le prends avec beaucoup plus de recul. C'est vrai que le monde réel et le monde du digital, souvent il y a une grosse disparité d'image. Et il faut qu'on soit on est tous responsables en tout cas de véhiculer une bonne image de ce milieu-là. Et c'est Hugo qui m'a lancé dedans. Il savait que j'étais un très bon sales déjà de base. Lui, ça faisait déjà 1 an qu'il renaît dans ce monde-là. Donc, et je pense que c'est comme ça qu'on y arrive tous. C'est tiens, je connais un tel, un relais d'influence concrètement qui vous amène à travailler dans ce monde-là. Carrément, c'est comme ce genre d'événement, tu vois, ça va lancer beaucoup de gens, je pense. Il y a des gens qui ne sont pas encore dans le business en ligne, pas forcément. J'ai rencontré des gens qui ont des business physiques. Ah, exactement. Donc eux, forcément, ce genre d'événement, ça leur met un pied dedans directement. Exactement. Et comment tu t'es dit, je vais me lancer dans la vente quand tu étais en école de commerce, etc. Comment tu as su que c'était vraiment quelque chose qui était fait pour toi? Je t'avoue que c'était juste totalement naturel. J'ai toujours eu un peu de bagou. J'ai toujours aimé être à la rencontre des gens. Et c'était aussi un métier, et je pense que c'est un fil conducteur qui me permettait aussi une certaine liberté. Tu prends ta caisse, tu gères toute ta journée comme tu le veux, tu vas voir les clients que tu veux. Tu es un mini-entrepreneur en tout cas quand tu es sales. Tai Lopez, il le disait hier, la plus grosse compétence qu'il faut avoir, c'est la vente, mais aussi c'est savoir pourquoi on le fait. Et moi, ça a été, le premier indicateur, ça a été la liberté. J'ai vite compris le plafond de liberté que je pouvais avoir en étant salarié commercial, ce qui m'a amené aussi à créer Striker, que j'ai cofondé avec Hugo. Striker, aujourd'hui, c'est une société de closing. Point très important, c'est qu'on ne vend pas de formation pour closer. On fait exclusivement de la gestion de pôle de vente, mais on s'adresse également au business physique. On fait des audits commerciaux et marketing et on leur propose après de l'exécuter ensemble sur 6 à 12 mois. Mais notre main project, ça a été la gestion de pôle de vente, d'apporter en tout cas à un client la stratégie commerciale jusqu'à la mise en opération avec des managers, des closers et des setters. Très intéressant. Et tout à l'heure, tu parlais des rencontres, parce que quand tu fais de la vente, il faut que tu aimes être au contact des gens, de l'humain. Ouais. Comment tu as senti l'importance toi, du réseau dans ta carrière en tant que vendeur? Comment ça t'a ouvert des portes, des opportunités? Tu peux m'en parler un peu? Ouais, bien sûr. Vous voyez la croissance fulgurante qu'on a pu avoir avec Striker. Là, on se tape avec le deuxième plus gros acteur qui est CGM en termes de volume pour la première place. C'est un petit jeu sur lequel on aime bien jouer aussi avec cette belle société qui est gérée par Lucas Curo. Concrètement, c'est sans le réseau qu'on a pu construire, on n'en serait pas là. C'est aussi simple que ça. J'ai mon associé Hugo et hâte en tout cas que tu puisses le rencontrer. C'est un féru d'aller faire des calls aussi avec beaucoup de personnes, comme je peux le faire. On a des positions et des visions aussi dans le monde actuel qui sont un tantinet différentes sur le fait que lui il va beaucoup plus aller chasser des profils. Moi je vais beaucoup plus runner dans la partie opérationnelle de la boîte. Mais c'est ce qui nous a fait grossir énormément. Toutes les connaissances que je peux avoir aujourd'hui ici elles sont issues de l'agrandissement en tout cas du réseau qu'on a pu faire. Et on en a déjà parlé avec ce que tu es en train de monter.
C'est des choses aujourd'hui qui perdureront en tout cas à travers les années. Ouais. Et ton réseau, c'est ce qui fera en tout cas ta force demain, quoi. Et je pense de plus en plus avec l'arrivée de l'IA et les gens qui consomment de plus en plus de contenu en ligne et qui sont vraiment absorbés par ce milieu-là. Bah, hier, Tai Lopez disait regardez vos temps d'écran. Il y en a un qui avait 12 heures, 10 heures. Bah, même là, tu vois, en plus, c'est des moments de mastermind, les gens ils sont quand même sur leur téléphone. Globalement, ouais, les relations humaines, ce genre d'événement, c'est toujours des choses qui rapprochent le plus. Et le business, fondamentalement, ça reste de l'humain. Ah, c'est que de l'humain. C'est que de l'humain. Et même le business, avant de le faire pour des chiffres, etc., vous le faites aussi pour les rencontres que vous faites. Et les associations potentiellement que vous allez avoir, je vous le souhaite en tout cas d'être associé demain, vous associez avant tout avec un humain, pas un robot ou que sais-je. Et je pense que tu parlais d'IA, cette bulle de l'IA, je pense que les relations humaines vont devenir encore plus importantes que ce qu'elles étaient précédemment. Et c'est ce qu'on voit, il y a beaucoup de très jeunes, vous êtes tous très jeunes aussi, et bravo en tout cas d'entreprendre si jeune, mais je vois aussi beaucoup de leurres sur ce que c'est réussir, la réussite financière, etc. N'oubliez pas de faire de créer vos relations parce que c'est votre business et vos amis de demain aussi, quoi. Clairement. Et hier, Tai Lopez il parlait de ça, justement, il disait aussi la partie communication. Voilà, on est tous enfermés chez nous, on va tous parler avec Claude, on va de moins en moins bien parler, les prompts sont de plus en plus faciles à faire pour avoir des outputs qui sont intéressantes. Donc les gens vont perdre un peu cet aspect-là, il faut vraiment le garder et je pense à l'événement comme ça permet toujours de garder ce skill de la communication et de s'entraîner parce que c'est comme un sport, faut toujours parler, l'éloquence, etc. Donc franchement, si je vous encourage à faire quelque chose, c'est aller à des événements, networker avec des gens. Ça vous casse des croyances limitantes, ça vous permet d'aller plus vite dans vos business et d'étendre vos visions. Hier, on était dans le salon privé là, avec Tai Lopez, on était juste 6 et c'était fou comment il allait vite, il processait les informations rapidement en termes de chiffres et il avait une vision. Moi, il m'a vraiment ouvert les yeux. Il disait voilà, tu fais ça fait 3 millions par an, ensuite 300 l'année prochaine. Et il avait vraiment, c'est les US, très bon communicant. Franchement, niveau culture, on a beaucoup à apprendre d'eux, je pense, en tant que français, sur la partie événementielle, réseau et relations humaines, communication. Ouais, bien sûr. Et l'adapter à la française, néanmoins. Ouais, c'est vrai, parce que on n'a pas le même caractère. Les événements, ce qui est bien, c'est que globalement, tu peux choper plein de points de contact avec plein de gens. T'as pas le temps forcément de prendre le temps avec tout le monde parce que voilà, on est 500, on a 3 jours. T'auras jamais le temps de parler avec tout le monde, mais tu prends les contacts, tu fais une bonne impression auprès de la personne, tu la recontactes après, tu fais un café, une visio, un resto, et c'est comme ça que les relations se créent. Et globalement, dans ma vision du réseau, tu vois, c'est pour ça que je m'éloigne de ce genre d'événement. Enfin, moi, dans mon organisation de mon club, parce qu'en fait, je trouve que c'est trop industriel. Ok, ça fait. Volume, tu veux dire ? En termes de marketing, de com, c'est top parce que ça t'a permis de financer Tai, Yomi, Taylor, etc. Mais globalement, moi, je préfère faire un truc en petit comité à 20 où les mecs ils mettent 10. Il y a Yomi quand même qui vient, il y a Taylor qui vient, etc. Dans un endroit plus cosy, plus restreint. Confidentiel. Voilà, confidentiel. Et c'est là où pour moi, tu as le meilleur réseau à te faire et les meilleures expériences. Et tu te rapproches plus parce que tu es autour d'une table, autour d'un repas et tout de suite, ça va plus vite. Ta vision est très intéressante. En fait, il y a deux choses. Et c'est comme quand vous adressez un marché par ailleurs. Ici, ça vous permet d'avoir énormément de volume et c'est des tactiques que tu peux avoir. Tiens, toutes les personnes qui ont mis des stories, etc., tu peux les ajouter et dire bah tiens, on n'a pas pu se rencontrer, mais au plaisir de se rencontrer, de faire un call, il y a déjà quelque chose qui vous lie. Donc tu vois, ça peut être intéressant pour commencer une relation, mais bien sûr que tu vas lier des relations beaucoup plus puissantes quand tu es en plus petit comité et que réellement tu peux connecter. Tu vois, c'est ce qu'on disait avec Clément, mon associé. Nous, on en a fait beaucoup. J'ai 32 ans, Clément, il a 33, qui on associé sur un outil SaaS CRM qu'on a créé. Nous, dans notre ancien monde, on crée des meetings spécifiques avec des clients et partenaires où on sponsorisait ces éléments-là et surtout on était qu'un petit comité. Et là, tu vas échanger énormément et c'est là où se crée le business. C'est ça. Et là, le deal, il peut se faire instant. Ça se serre la main et c'est parti. Bah oui, c'est bon, vas-y, Simon, on a passé une soirée exceptionnelle. T'as même pas parlé de business, à la limite. Demain, on se voit au bureau, on signe. Voilà. Et ça se fait comme ça, tu vois. Et ce qui est intéressant aussi, c'est d'être détaché du résultat. Juste connecter avec les gens, soyez vous-même, jouez pas de personnage. Des fois, les gens vont pas vous apprécier pour qui vous êtes, mais vous en branlez, excusez-moi du terme. Soyez juste qui vous êtes et ça matchera tôt ou tard avec les personnes qu'il vous faudra, quoi. Soyez vous-même, c'est le message. Exactement. Merci Antoine, le Merci boss. à toi, Simon. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les gens qui ne le connaissent pas ? Alors moi, je m'appelle Sylvain Pascal. J'ai monté un média qui s'appelle 24 Hour With, où on fait des documentaires, où on passe 24 heures en immersion avec des grandes fortunes, des entrepreneurs, des athlètes, des sportifs. Et ce qu'on fait avec le média, c'est que plutôt que de raconter des choses que ces personnes-là ont vécues, on vient les vivre avec elles pour documenter quelque chose qui est authentique. Ok, incroyable. Et quelle est la meilleure leçon que tu as appris avec tous tes guests, tous les gens que tu as croisés, côtoyés ? Peut-être une leçon au niveau du réseau. Voilà, qu'est-ce qui t'a marqué ?
La plus grande leçon que j'ai appris, c'est une leçon que j'ai appris de Moed Altrad, où je lui ai posé la question, Moed, c'est quoi qui fait la différence entre un millionnaire et un milliardaire? Millionnaire, on peut tous le devenir, en travaillant dur et en investissant bien. Milliardaire, même si jamais tu veux, c'est une infinité des gens. Il m'a répondu, la différence, c'est que le millionnaire se concentre sur faire de l'argent, là où le milliardaire se concentre sur être le meilleur. Et si jamais tu regardes les meilleures personnes du monde, les plus riches, par exemple les milliardaires, je prends un MrBeast, pourquoi il est milliardaire dans le contenu? Parce que chaque vidéo, il est prêt à remettre tapis, parce que son but c'est quoi? Et il le dit tout le temps, c'est de faire les meilleures vidéos au monde, et tu sens que c'est ce qui le drive. Ronaldo dans le foot ou Messi ou Ronaldo, ils sont pas juste focus sur le max d'oseille qu'ils vont prendre. Ils sont focus de base, en tout cas toute leur carrière, ça a été sur comment je peux marquer le maximum de buts et être reconnu et laisser une trace. Et c'est tellement, ils excellent dans leur domaine que les gens sont prêts à payer très cher pour et qu'ils deviennent milliardaires. Par exemple, Moed, tu vois, vu qu'il ressortait quasiment pas de dividendes et il achetait très peu d'objets qui coûtaient très cher, des voitures, etc. Mais en fait, il avait beaucoup plus de cash et il voulait développer la meilleure boîte dans son domaine et il a pu racheter en fait des concurrents à lui, faire la croissance externalisée parce que du coup, lui, son but c'est d'être le meilleur et il le faisait pas pour l'argent. Et ça, c'était vraiment un vrai déclic. Et donc moi, le but dans ce que je fais, c'est d'être le meilleur. Et je sais que c'est en étant le meilleur qu'à la fin, tous les meilleurs mangent à la même table et gagnent le plus d'argent. Ok. Et qu'est-ce que tu vas faire pour être le meilleur? Pour être le meilleur, là, ce que je fais, c'est que déjà, je vais rester focus sur mon domaine dans les 5 à 10 prochaines années. Je vais dig le truc comme là, ça fait que 1 an que je le creuse et on l'a déjà bien creusé. Je vais continuer de le creuser à ce niveau-là. Je vais continuer de penser en effet de levier et transitionner vers les États-Unis, vers l'international pour pouvoir parler au plus grand nombre de personnes possible. Et lever des fonds, ça en fait partie. Ouais, lever des fonds, c'est juste une étape qui fait partie justement de la roadmap de ça. Et après qu'est-ce que je vais faire? C'est charbonner, mettre de l'intensité, parce qu'il n'y a que ça de vrai à la fin. Il n'y a pas que des entrepreneurs. C'est quoi la vision? Il y a entrepreneurs, artistes, jusqu'où tu veux aller? Nous, en fait, on veut faire que des personnes qui sont reliées au succès. Parce que le succès, c'est quelque chose qui touche n'importe quel être humain. Peu importe qui t'es, peu importe ce que t'aimes, tout le monde a envie de réussir sa vie, tu vois. Alors que le business, avec vraiment des choses très spécifiques au business, ça peut intéresser un segment de marché. Et le mass market de l'autre côté, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. En fait, je fais quelque chose que j'aime. Moi, j'ai toujours été passionné par les grandes réussites, tu vois, les autobiographies, par exemple, tu vois, les biopics, par Napoléon Hill qui va aller justement documenter comment les plus riches gagnent leur argent et essayer de théoriser, de philosopher justement tout ça. Et donc moi, c'est un petit peu la même chose qu'il y a, c'est vraiment le succès qui m'intéresse. Et donc tous nos guests qui les rejoignent, c'est qu'ils avaient des contextes où ils sont pas nés d'une façon où ils étaient prédisposés à atteindre ce niveau-là et ils ont atteint des niveaux de fou. Et nous, on vient échanger avec eux justement là-dessus et l'argent et le business en fait partie. Okay. Et par rapport à toi, comme tu as un média, qu'est-ce que tu penses du futur de la télévision? Je pense que la télévision, c'est en train de s'écrouler, qu'aujourd'hui, c'est toujours un peu intéressant pour l'autorité, mais de moins en moins. Et que la télévision, ça va être fini d'ici quelques années parce qu'en réalité, les petits poussent les anciens. Et donc, du coup, les gens qui ont grandi aujourd'hui avec TikTok et les réseaux sociaux et YouTube, dans quelques années, ils vont pousser toutes les personnes plus âgées qui vont décéder, entre guillemets, genre tu vois, et donc tu vas avoir un renouvellement de la population, et le renouvellement il se refait aussi avec les habitudes de consommation, et donc YouTube c'est la nouvelle télé. Parce que YouTube aussi c'est la plateforme la plus puissante du monde, pourquoi? Parce que sur TikTok et Instagram, quand tu regardes des vidéos, tu scrolles entre deux choses. T'as jamais à un moment donné où tu te dis, consciemment, je vais prendre mon téléphone et je vais aller passer 1 heure sur TikTok. Non, t'es aux toilettes, t'es dans l'attente, t'es dans le train, t'es dans le RER, dans l'avion, ce que tu veux, et tu consommes. Alors que sur YouTube, tu te dis, je vais regarder cette vidéo-là où tu vois un truc et tu cliques dessus et c'est toi qui fais le choix, donc c'est conscient. Et donc du coup, la différence, c'est que la capacité d'attention sur YouTube est beaucoup plus forte, et c'est pour ça que la valeur, l'attention est beaucoup plus chère sur YouTube. Ouais, c'est un peu comme les gens qui veulent l'ADS et du Meta Ads. Google, le mec, il tape intentionnellement un mot-clé, Meta, il n'a pas de décider. Toi, par rapport à ton média et tous les gens que tu rencontres, c'est quoi l'importance de l'environnement dans lequel tu es au quotidien pour développer justement cette boîte? L'environnement, je pense que c'est la chose la plus importante. Le cerveau, c'est une éponge humaine. Par exemple, si jamais je traîne avec un pote qui a certaines expressions, certains accents, c'est possible que je mette à parler comme lui, alors que pourtant, c'était pas moi de base. Donc si jamais on le fait inconsciemment rien qu'avec les mots, imagine comment on le fait dans les comportements, dans nos croyances. C'est pour ça que là, par exemple, moi, dans ma transition aux US, j'ai fait en sorte consciemment de beaucoup plus traîner avec mes potes qui ont justement réussi à faire une transition vers les États-Unis pour aussi, plus que juste absorber leur façon de penser, c'est absorber leur énergie, leur fréquence, tu vois, et m'en nourrir, tu vois. Leur manière d'être, comment ils fonctionnent. C'est ça, tu vois. Et il y a une question que j'ai toujours voulu te poser. Comment t'as fait pour t'associer avec Taylor Chiche et pourquoi il t'a choisi toi? Moi, je me suis associé avec Taylor en gros quand j'avais 18 ans. En fait, on s'est rencontrés quand j'avais 17 ans dans une école de commerce où j'étais speaker. Je passais mon bac en même temps. Et en gros, l'école de commerce, en fait, moi, je venais de me lancer dans l'entrepreneuriat. J'avais eu des contacts avec eux. Et en gros, en fait, ils m'ont proposé de venir speaker pour le club d'entrepreneurs pour partager un peu mon comment j'ai commencé comment je commençais justement à entreprendre en partant de zéro. Alors que Taylor, tu vois, typiquement, il a partagé son expérience plus de senior. Donc, il était tous deux speakers. Et après, j'ai fait que de le relancer. Il était pas trop chaud au début. Et un jour, j'ai proposé l'interview sur YouTube, il a été chaud, on a fait l'interview YouTube, et après, derrière, je lui ai dit qu'en gros, il avait une super image de marque, il avait une communauté, il avait des vraies compétences, mais qu'il ne le monétisait pas dans le business en ligne, et qu'aujourd'hui, il y avait plein de gens qui avaient rien un peu à proposer, et qui faisaient beaucoup d'argent en ligne, et qu'on pourrait faire quelque chose de sympa, et que je pourrais gérer ça. Et il m'a dit, vas-y, moi, c'est pas mon métier, gère-le toi, entre guillemets, et on a commencé comme ça à s'associer. Ok. Sur le club.
D'abord sur des programmes d'accompagnement en ligne, et après donc du coup directement sur le mastermind et sur le club. Et moi on va dire je suis un peu plus aujourd'hui comme un business partner où je suis moins dans l'opérationnel et plus je vais apporter mon réseau, mes idées, mes stratégies en termes de contenu, de marketing, mais je suis moins opérationnel et moins au quotidien présent dans la boîte aujourd'hui. Parce que Taylor, il avait en toi un gars jeune qui a du réseau dans un milieu où lui il en a pas et qui va pouvoir opérer et avoir une vision en fait du moins qui marche en ligne que lui n'avait pas. T'as ça et surtout je pense que c'est le plus important, il a surtout vu que j'étais quelqu'un qui était respectueux et j'étais quelqu'un qui était loyal. Et ça c'est ce que les gens qui sont à haut niveau recherchent aussi. Et je pense que c'est ce que Taylor il a vu en moi et c'est ça justement qui lui a aussi fait, qui lui a donné confiance. Ouais, quand tu fais du réseau, de toute façon, le levier confiance est trop important. Et je pense que si tu perds la confiance avec quelqu'un, bah, tu peux faire aucun business. Bien sûr. Et toi, bah, justement, comment tu crées cette confiance-là avec tes invités? Rapidement, comme tu disais avec le gars, là, Mohamed. Bah, déjà, la confiance, je la crée par rapport à des tiers de confiance qu'on a en commun. Si par exemple, je te connais pas, mais qu'on a un pote en commun, j'ai beaucoup plus te faire confiance que si jamais je te connais pas et je te connais pas, tu vois. Donc, déjà, je vais essayer de trouver c'est quoi les tiers de confiance que j'ai avec cette personne-là. À côté de ça, ça va être aussi, pourquoi pas, de partager des choses que j'ai vécues. Où la personne va pouvoir pareil avoir un tiers de confiance parce qu'elle va se relier par rapport à des événements qui sont communs par rapport à nous. Donc je vais essayer de créer un lien émotionnel comme ça. Et à côté de ça, je vais essayer vraiment d'être moi-même et de vraiment m'intéresser à la personne et que ce soit authentique. Les humains, on est très bon pour flairer les gens. Si quelqu'un fait du bullshit ou qu'il n'est pas authentique, etc., tu le ressens, tu vois. Tu peux faker tes chiffres, tu peux faker plein de choses, mais ton énergie, tu peux pas la faker. Donc si quelqu'un il a pas confiance en lui ou si quelqu'un est hypocrite ou s'il est là par intérêt, et surtout les gens très fortunés, ils le ressentent. Et donc moi j'ai vraiment une intention, tu vois, qui est pure, tu vois. Donc quand j'arrive avec la personne, je veux vraiment faire les choses bien et de la bonne façon, tu vois. Et je pense que la personne le ressent. Super intéressant. Et quand tu dis que quelqu'un est là par intérêt, qu'est-ce que tu dis par là? Parce que tu parlais des gens aux US qui étaient là que par intérêt. Du coup, pourquoi d'un point de vue français, ça te dérangerait que quelqu'un soit là que par intérêt? En fait, justement, ce que je dis, c'est plutôt l'inverse. C'est que, enfin, ça me dérange pas en France du tout. Mais ce que je veux dire par là, c'est que plus t'es successful, moins t'as de temps, et plus du coup chaque chose que quelqu'un te propose doit faire partie de tes intérêts, parce que sinon tu as très peu de temps à ta disposition et ton temps il est basé sur ta famille, potentiellement ta femme, tes enfants ou ton business, tu vois. Et donc du coup les personnes qui viennent te prendre du temps qui en dehors de ça, si ça n'a pas un intérêt ou ça contribue à ça, pourquoi tu vas leur en donner entre guillemets, genre, tu vois. Et donc c'est beaucoup comme ça que pensent les Américains et les Français aussi, et moi je trouve que c'est normal, c'est un comportement normal de l'être humain. Et donc du coup toi ton rôle quand tu es entre guillemets, je dis pas que c'est une hiérarchie ou un rapport de force, mais quand tu es un petit peu en dessous de la personne, tu dois te dire ok, comment moi à mon échelle je peux apporter quelque chose à cette personne-là pour que ça soit pertinent pour elle de faire quelque chose avec moi, tu vois. En fait, ce que tu veux dire, c'est que tu parles de l'intérêt vraiment des deux côtés, pas que du tien. Et c'est ça qui non, moi justement, je cherche pas mon intérêt. Moi, mon intérêt avec un connu, un milliardaire, je l'ai. Je sais que je vais avoir un intérêt. Ça, c'est pas un problème. C'est quoi son intérêt à lui de le faire avec moi? Parce que moi, j'ai un intérêt avec lui parce qu'il est plus haut. Mais lui, c'est quoi son intérêt avec moi? Et donc, mais c'est parce que je suis plus, entre guillemets, bas financièrement en termes de vue, etc. aujourd'hui, que j'ai pas quelque chose quand même à lui apporter. Et mon rôle, c'est de trouver c'est quoi cette chose-là, en l'étudiant et en l'analysant. Ok, incroyable. Merci, c'est bon. Avec plaisir. Un boss. Ça va, Yaka? Ça va super, et toi? Tu kiffes l'event? Franchement, super bien. Gros event, beaucoup de monde. C'est cool. Je suis chômeur, donc trader. Et Chômeur. Le problème de la Thaïlande, c'est qu'il y a pas mal de décalage horaire, donc c'est assez compliqué pour les marchés. Ouais, ok. Toi, tu trades quel marché? Principalement le gold et en plutôt long terme, le BTC aussi. Ok. J'ai un peu la double casquette trading crypto. Et c'est quoi? C'est basé sur le fuseau horaire Ouais, en fait, si tu veux, les ouvertures du marché américaines sont les plus intéressantes sur le gold. C'est là où il y a le plus de volatilité. Ouais. Et ça commence en heure française, de manière générale, à 15h30. Ok, donc du coup, tu peux te rapprocher des US? Pas forcément. Le climat européen me plaît bien. Le problème, c'est en Europe, il n'y a pas trop d'endroits incroyables. Ouais. Du coup, je suis un peu du père sur ça. Ouais, donc tu vas à un endroit où en même temps, tu t'épanouis, tu continues à évoluer. Ouais. Et est-ce que tu peux me parler un peu de toi, de tes débuts, comment tu t'es lancé dans tout ça, le trading, comment tu as appris? Moi, là-bas, j'avais vraiment commencé par la crypto. J'étais très geek. Parce que pendant longtemps, j'ai développé des communautés sur Twitter quand j'étais plus jeune. Donc c'était 2020-2021, j'ai commencé à tomber dans la crypto. Je voyais des mecs qui parlaient de ça, ça avait l'air cool, ils faisaient de l'argent. Donc moi, j'ai essayé, j'ai beaucoup perdu. Beaucoup. Enfin, pour l'époque, donc je perdais quasiment tout ce que je mettais. Bot de trading, j'essayais tout, un petit peu dans cette... Moi aussi, j'ai beaucoup perdu avec ça. On passe tous par là. Mais en fait, je me suis toujours dit qu'il y a des mecs qui réussissaient. Donc je me disais, ces mecs-là ont juste compris un truc que j'ai pas compris. Donc il suffit que je persévère un peu plus pour avoir des résultats. Donc j'ai persévéré, ça n'a pas marché tout de suite. J'ai encore persévéré, ça n'a toujours pas marché tout de suite. Et puis un jour, d'un coup, tout a commencé à avoir un effet cumulé. Tout a commencé à bien fonctionner. Et c'est là où j'ai commencé à aller chercher ma rentabilité sur les marchés financiers. À l'époque, c'était vraiment only crypto. Après, j'ai fait la bascule pour aller vers le trading parce que je suis un opportuniste sur les marchés financiers. Et je vais là où il y a des opportunités. Il y a des moments où c'est plus intéressant de faire de la crypto, il y a des moments où c'est plus intéressant de faire du trading. Depuis un an, je suis que sur du trading parce que les prix en crypto étaient trop élevés. Donc, il n'y avait plus de quoi faire des choses quotidiennement. Ouais, donc toi, tu es vraiment trader à plein temps? Actuellement, oui.
Oui, je suis trader à plein temps. Ça m'ennuie de plus en plus. Donc je cherche des alternatives parce qu'en fait le trading c'est ennuyant. Ce qu'on pourrait croire. Enfin, c'est de toute façon. C'est sexy au début, c'est excitant parce qu'il y a des chiffres, qu'il y a des courbes et tout. Ouais, c'est ça. Mais à la longue, en fait, c'est un peu boring, quoi. C'est ça. En fait, quand tu commences à professionnaliser ton trading, bah, tu vas être patient, tu vas sélectionner tes setups, tu vas pas être là toute la journée appuyé comme un golemon. Donc au final, en fait, c'est très ennuyant. Et moi, je commence un peu à m'ennuyer sur ce côté-là. Donc j'essaye de partir dans un autre domaine, essayer de codifier mes stratégies pour avoir des algorithmes qui seraient à ma place. Parce que des bots sont toujours meilleurs que toi, ils dorment jamais, ils n'ont pas d'émotion. Ouais. Donc je sais que je ferai plus d'argent avec ça. Et au pire, si après ça me saoule vraiment, bah, j'aurai ça d'un côté. Parce que les stratégies, les connaissances, les compétences, je les ai. Donc il suffit de codifier tout ça, quoi. Parce que toi, tu sais développer? Non, pas du tout. Enfin, maintenant, tout le monde peut développer avec Claude Code. Mais pour ce genre de choses, c'est quand même des choses qui sont très techniques. On parle d'argent, on parle potentiellement de futurs très gros montants. Donc je suis entouré, j'ai une équipe, j'ai la chance d'avoir un bon réseau de mecs un peu geeks, bien nichés, bien techniques. Et on commence à build un petit peu tout ça. On a fait les premiers tests. Mais c'est long, c'est un projet du coup plutôt long terme. Donc c'est un peu la voie que j'essaie d'emprunter. Incroyable, donc tu diriges un peu vers une carrière de quant finalement. Ouais, à terme ce serait ça en fait. Là, comment je vois les choses, et avec les rencontres que j'ai pu faire ici, j'ai notamment rencontré des mecs tout à l'heure qui vendent un bot de trading, enfin pas un bot, c'est trop simplifié, vraiment un algorithme de trading avec une vraie licence, quelque chose qui est régulé, etc. Les mecs ne font pas de trading et pourtant ils font des millions et des millions. Il n'y a pas que l'argent dans la vie, mais je trouve qu'entre mes 20 ans et 30 ans, c'est cool d'aller maximiser mes futurs revenus que je peux avoir. Donc je vais travailler à fond et faire beaucoup d'argent entre mes 20 et 30 ans pour ensuite kiffer un peu plus et faire vraiment des choses par passion. Donc je me dis en fait, ouais, l'idée c'est que j'ai des connaissances et des compétences dans ce domaine. Faut que j'aille dans cet axe de faire des choses qui sont bien parce qu'on est dans un marché du trading où la plupart des mecs font n'importe quoi. 95, allez, je suis gentil encore, 99% des gens sont débiles, 99% des gens perdent de l'argent. Je le simplifie, je le vulgarise, mais grossièrement c'est un peu ça. Donc je me dis en fait l'idée c'est d'arriver et de faire quelque chose de vraiment propre, vraiment sérieux, qui fonctionne dans un premier temps pour moi, mais aussi à terme en fait aller chercher des mecs qui ont beaucoup plus d'argent parce que moi je viens pas d'une famille riche. Pourtant il y a des gens qui ont des millions et des millions et des millions à investir qui sont sur des comptes, ils attendent que ça d'avoir un mec qui vienne leur vendre quelque chose qui fonctionne, pas qui va leur apporter un x10 à l'année parce que ça n'existe pas, mais du plus 30, plus 20, plus 40, plus 50. C'est possible, tu as certains algorithmes en fonction de l'effet de levier que tu peux avoir qui peuvent fonctionner, alors il y a toujours un risque. Il y a des risques que tu prends aussi. Ouais. Mais dans l'idée, ça serait de développer ça et d'aller minimiser le risque et d'avoir en fait de build quelque chose autour de ça, quoi. C'est l'objectif là. Et à quel point ça a été important pour toi la partie mindset, psychologie? Parce que dans le trading, on sait que c'est hyper important et que la plupart qui échouent, c'est à cause de ça. Ouais. Comment tu as réussi à la gérer? Est-ce que tu es quelqu'un de plutôt calme de base? Comment tu te régules par rapport à ça? En fait, c'est intéressant parce qu'elle est grave minimisée la partie mindset dans le trading, parce qu'on entend souvent parler dans le business, mais dans le trading, en fait, généralement, la plupart des mecs déjà qui te vendent du trading, c'est très souvent des Mongols, avec tout le respect. Mais c'est souvent des gens, tu vois, qui vont vite te faire croire que c'est facile, il suffit d'appuyer sur un bouton, ça va très vite, alors que non, en fait, c'est souvent beaucoup plus long, notamment pour aller chercher la rentabilité, parce que tu as toute une partie mentale qui est très importante, donc tu es obligé de travailler sur ton mental. Moi, j'ai eu la chance de commencer le sport il y a à peu près 8 ans en arrière. Bon, je fais plus rien maintenant, je suis un peu devenu flemmard, mais... Ah ouais? Ouais. J'avais vu tes vidéos, t'es solide. Ouais. Il y a une époque, j'étais beaucoup plus solide, mais justement, en fait, le sport m'a appris beaucoup ce mindset et cette discipline de juste comprendre que l'effet cumulé et tous les jours faire des actions sur du long terme, ça va t'apporter des résultats. Et en fait, c'est minimisé dans le trading parce que les gens comprennent pas l'importance d'avoir la vision long terme et de juste se dire, en fait, ce que je fais maintenant, ça va pas payer demain, ça va pas payer après-demain, ça va peut-être payer dans un an, mais tous les jours, il faut que je continue. Et ça m'a beaucoup aidé à garder un bon état d'esprit, à garder un calme sur les marchés, à accepter que ça allait mettre du temps, à accepter que comme à l'époque où j'avais commencé la musculation, ça va prendre du temps, je vais avoir des échecs, je vais avoir des blessures, je vais pas prendre du muscle directement, là c'était la même chose, je vais pas gagner de l'argent directement, je vais peut-être à l'inverse en perdre, ça a même été le cas. Donc j'ai vraiment toujours travaillé les choses de cette façon-là. Ouais, donc malgré en fait que tu sois sur un marché où en fait tes positions elles sont prises au jour le jour et tu vois tes pertes et tes gains au jour le jour, tu avais quand même cette vision long terme. Ouais, forcément. Parce qu'en fait j'ai toujours compris que ce que je construis là, c'est pas de l'argent, c'est un edge. C'est un edge qui derrière va forcément, s'il est bien, rapporter de l'argent. Moi, une phrase que je répétais souvent, c'est rien ne se construit en 2 jours. En fait, c'est une phrase que j'ai toujours appliquée dans ma vie, sur tout, et encore plus dans le trading. Je suis juste arrivé et je me suis dit, ok, je vais avoir un edge si je travaille, parce que c'est mathématique, c'est des probabilités. Bon, il y a toujours une probabilité que ça ne fonctionne pas, mais grossièrement, si je passe beaucoup de temps à travailler, à comprendre les choses, à faire ce que les autres ne font pas, à fouiller, à essayer, tôt ou tard, ça finit par réussir, et je finis par avoir un edge que les autres n'ont pas, et c'est là où je suis arrivé actuellement. J'ai déjà un edge que les autres n'ont pas, parce que sur le marché, la plupart des gens qui investissent en trading ne sont pas rentables. Pour simplifier, c'est entre 80 à 90% des personnes qui investissent en trading en retail
c'est les stats des brokers, ne sont pas gagnants, ne sont pas rentables. Et je crois la stat, au bout de 3 ans, elle diminue encore parmi ces gens-là. Enfin bref, c'est n'importe quoi. Et moi, du coup, j'ai toujours vu les choses en mode, ok, c'est long, la plupart des gens ne réussissent pas. Bon, au final, c'est un peu comme dans le sport, c'est un peu comme dans tout. Les gens ne sont pas prêts à avoir une hygiène de vie, les gens ne sont pas prêts à bien dormir, les gens ne sont pas prêts à bien manger, les gens ne sont pas prêts à bien s'entraîner. C'est la même chose dans le trading. Les gens ne sont pas prêts à être patients, les gens ne sont pas prêts à avoir la vision long terme, les gens ne sont pas prêts à parfois juste prendre un peu de recul. Et surtout qu'en plus, qu'on a vu en ligne, c'est surtout vendu totalement différemment de ça. C'est devenir riche rapidement. Oui, on te le vend comme quelque chose d'un passif. Tu dois juste faire du copy trading de façon bête et méchante. Et toi, quand tu as découvert le trading, c'est grâce à ces gens-là justement qui prenaient un peu l'argent facile et rapide. Et après, tu t'es rendu compte que c'était pas le cas. Ou directement, tu as vu en fait des traders autour de qui étaient dans ce milieu-là depuis longtemps, qui ont fait des grosses études et que tu savais que ça allait être compliqué. Ouais, le trading, je l'ai découvert vraiment sur les réseaux avec les vendeurs de rêves pour le coup. Mais la crypto, je l'ai découvert sur Twitter avec des mecs, c'est des mecs souvent très smart, qui sont un peu dans l'ombre, on n'en entend pas parler. Pourtant, les mecs font des millions alors que les mecs sont types derrière leur écran. Mais ouais, du coup, moi, je l'ai découvert de cette façon-là. Mais j'ai vite compris en fait que ça fonctionnait pas de cette façon-là parce que j'ai juste regardé et constaté qu'en fait la plupart des gens justement avant d'en parler, ils gagnaient pas avec ça. Dès que j'ai commencé un peu à être dedans, à me rendre compte en fait que les gens gagnaient pas avec ça, je me suis dit mais pourtant j'ai vu que ça pouvait fonctionner. Donc il y a forcément un edge à travailler. C'est là où j'ai commencé à travailler le edge du coup. Je rêvais d'aller en Thaïlande, d'habiter là-bas, d'avoir ma propre maison. J'ai eu ma propre maison à 2 minutes à pied de la plage. Enfin, c'était trop cool. J'étais dans mon monde parce qu'on voit beaucoup sur les réseaux les mecs qui ont des Lambo et tout. Moi ça me fait kiffer. J'ai la chance je roule pas dans des supercars, mais je roule dans des belles voitures, tu vois. Mais je suis pas pour le moment, c'est pas le truc qui m'anime le plus. Donc c'est pour ça que je suis un peu du père. Je me dis, ok, il y a pas mal d'objectifs que j'ai atteints. C'est quoi le next step? C'est plus faire des choses que je construis où je me dis en fait, ok, le truc que j'ai vraiment envie de maximiser dans ma vie, c'est ma liberté et le fait de pouvoir voyager, le fait de pouvoir continuer à faire beaucoup de cadeaux à ma famille. Tu vois, cet été, j'en ai pas parlé, mais ça aussi c'était un truc, un de mes objectifs, c'est de pouvoir payer des vacances à ma famille. Là, dans un mois, ma famille elle vient pendant 2 semaines dans des villas, on est à côté de Saint-Tropez. Enfin, c'est des gros objectifs que j'avais quand j'étais plus jeune, je les ai atteints. Maintenant, le next step, c'est en fait, je me dis, ok, ça, j'ai envie de l'avoir toute ma vie, donc j'ai envie de construire quelque chose qui va m'apporter de la pérennité et pas tous les mois recommencer, tous les mois changer mon mindset et me dire, ok, ce mois-ci, il faut que je m'adapte parce que Donald Trump, il va faire telle chose sur le marché, telle chose ou quoi, avoir de l'infoproduit à côté, recommencer à aller chercher des gens à former, tout ça, ça me saoule un peu. Je me dis, ok, j'ai vraiment envie d'avoir des algos qui tournent, déjà pour mon propre trading, que je sois bien, malade, de bonne humeur, de mauvaise humeur, peu importe, je vais à la fin du mois être rentable ou du moins au trimestre ou à l'année, je suis rentable grâce à mon bot. Et en plus, aller chercher des mecs qui ont beaucoup plus pour aller chercher un profit sharing et prendre plus d'argent sur eux. Je vais les enrichir, ça va m'enrichir et je crée une pérennité sur ça. Et j'ai des systèmes qui tournent même quand je suis pas là et c'est un peu la DA que j'aimerais prendre, quoi. Magnifique. Incroyable. Très très beau talk. La voiture. Ouais, j'aime ça. C'est la DA de Leven. Méchant. Ça va ? Non, il a pris mon numéro, Taille. Sérieux ? Oui. Pourquoi ? Parce que je lui ai parlé de foie gras et qu'il m'a dit de vendre au UK, de vendre aux États-Unis, de vendre dans les pays du Golfe et qu'il voulait connaître l'avancée du truc, du projet. C'est un business qui l'intéresse ? Qui l'intéresse lui ? Je pense que c'est atypique, donc ça l'intéresse de savoir comment ça va se passer. Et après je lui ai dit, est-ce que du coup subtilement est-ce que tu veux investir ? Il m'a dit ouais, ou alors je peux te trouver des gens qui pourraient investir. Tu cherches des investisseurs ? Non. Ok. Non mais alors pas d'investisseurs mais peut-être des business angels, des gens qui ont des compétences, qui n'ont pas que de l'argent à amener. Parce que aujourd'hui le capital c'est pas un problème, tu vois. Donc pas forcément besoin d'argent aujourd'hui, de fonds, mais plutôt de connaissances, de réseaux et d'expérience. J'allais te poser la question comment t'as aidé de lancer ça, mais on va plutôt faire dans l'autre sens. Ouais. Qui tu es, qu'est-ce que tu fais ? Alors, ça c'est toujours l'introduction qui surprend un peu les gens. Moi je fais 2 choses qui n'ont rien à voir du tout, du coup tu sais. Mais la première chose c'est que depuis 2020 je vends du foie gras, mais très niché halal. Donc depuis 2020. À partir de 2022-2023, j'ai automatisé et délégué cette activité-là parce que j'ai commencé à accompagner des gens pour leur personal brand, notamment du coup Marvin. Mon tout premier client. Uniquement ou notamment ? Notamment. Ok. Mon tout premier client c'est Christian Joyce, peut-être que vous ne connaissez pas parce que ça fait peut-être 2 ans qu'il a arrêté, mais il était dans la thématique du nettoyage. Et donc on a bouleversé un petit peu le marché parce qu'on a un peu démocratisé, grâce à l'organique, le fait de lancer sa boîte de nettoyage en indépendant. Seulement grâce à l'organique. On faisait peut-être 50 millions de vues tous les mois avec lui.
On est monté à 130 000 abonnés sur Instagram, 130 000 sur TikTok et je crois 30 000 sur YouTube. Et c'était ton premier client? Mon tout premier client était Adam Swift, qui est devenu un de mes meilleurs amis aujourd'hui. Ouais. Parce que au tout début, pour la petite anecdote, mon agence, c'était une agence de clipping en 2022. Parce que je te jure, j'étais vraiment en avance. J'étais super en avance, mais c'est surtout parce que Adam était en avance. Okay. Pour le coup, Adam était vachement en avance. C'est l'un des premiers en France qui a commencé le clipping en 2022. Ah bon. Et Adam Swift faisait du clipping en marché français. Marché français en 2022, ouais. Du clipping pour lui-même. En fait, il faisait des lives sur Twitch, un petit peu mainstream, il ciblait un petit peu tout le monde. Et moi, je suis venu, j'ai pris des extraits de ces lives, j'en ai fait un réel. Et ce réel-là, je lui ai envoyé gratuitement. Je lui ai dit, tiens, voici à quoi ça ressemble de bosser avec moi. Il a kiffé, il m'a commandé 300 vidéos. Et toi, tu as commencé en tant que monteur vidéo? Moi, j'ai commencé en tant que directeur d'agence, parce que du coup, j'avais le foie gras. Ça marchait bien, du coup, sauf que le problème en France, c'est que tu peux pas vraiment te verser de salaire. En tout cas, tu t'impactes un petit peu négativement ta boîte, si tu te verses des salaires. Donc, je me suis dit, ok, je vais continuer à réinvestir tout l'argent qu'il y a dans la boîte. Et je vais juste me créer une activité à côté, avec le régime micro-entrepreneur, qui va me permettre juste de financer un petit peu mon mode de vie, etc. Et ça a commencé à bien marcher de cette manière-là. Et là, j'ai embauché du coup au fur et à mesure 2 monteurs vidéo avec lesquels juste je donnais des directives. Et moi, ce que je faisais, c'était que du sales. Je commençais un petit peu à apprendre la viralité. À force de monter des vidéos, de faire des briefs aux monteurs, je commençais à comprendre un petit peu toute la méthodologie qu'il y a derrière la réussite d'une vidéo. Et c'est là que j'ai commencé avec Adam, du coup. Adam m'a vraiment formé sur ça pour le coup. Il était très très bon. Et c'est là que j'ai rencontré j'ai rencontré Chris avant, mais ça, je pense qu'on s'en fiche un petit peu. Mais je l'ai contacté parce qu'il faisait que de l'ads. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, ok, je vais l'accompagner sur des scripts, sur du contenu organique. Et là, on a la première vidéo, elle a fait 3 millions de vues, on a pris 10 000 abonnés en 24 heures. On recevait un message toutes les minutes. Donc il y avait un engouement qui était fou. On a continué comme ça pendant 1 an et demi, 2 ans, et on est monté à 130 000 très très vite. De gros résultats, très vite en organique. Et à côté, il y avait Keo aussi qui commençait en 2023. Et on voyait que Keo, il reprenait un petit peu nos formats à nous, tu vois. Okay. Donc c'est vrai qu'on a inspiré beaucoup de gens avec nos contenus à nous. On a créé beaucoup de formats. Il y a plein de gens, il y a un gars d'ailleurs qui est devenu quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Loris Jardinier, peut-être que tu connais. Non. Qui a repris, c'est un gars, il est dans la thématique il apprend aux gens à devenir jardinier. En tout cas, il apprend aux paysagistes à avoir plus de clients. Okay. Il a repris nos concepts et il a fait des vidéos à 11 millions de vues, à 3-4 millions de vues. Et bref, on en a discuté il n'y a pas longtemps d'ailleurs, donc c'est rigolo. Ouais. Et ensuite, c'est là que j'ai rencontré Marvin, parce que Chris, c'est l'ami de Mason qui est le frère de Marvin. Et du coup, Mason, on a bossé ensemble sur un projet, mais ça on s'en fiche aussi. Il m'a mis en relation avec Marvin. Et la première vidéo avec Marvin, elle a fait 1 million de vues, direct. Deuxième vidéo, elle a fait 500 000 vues. Et on a continué. Et ça m'intéresse de savoir Marvin, qui crée beaucoup de contenu aujourd'hui, quand il a fait appel à toi au début ou quand son frère t'a mis en relation avec lui, c'était quoi sa vision? Est-ce qu'il avait cette vision déjà là aujourd'hui ou c'était juste pour le moment de tester parce qu'il avait un peu de cash et qu'il savait que c'était quelque chose d'important, la personal brand, ou est-ce qu'il était déjà all-in? C'était quoi sa vision de la création de contenu à ce moment-là? Alors, à ce moment-là, il avait la même ambition, qui était de publier 1 fois par jour au minimum. Donc il publiait 1 fois par jour au minimum. Moi, ce que je lui avais vendu, c'était des scripts. Donc je venais avec 30 scripts par mois, je lui rédigeais les scripts, il les tournait de son côté, il m'a envoyé le montage, je les montais et on les publiait. Donc il avait déjà l'ambition de publier au minimum 1 fois par jour, ce qui était déjà beaucoup à l'époque, publier 1 fois par jour, en 2023. Et progressivement, ça doit faire quoi, on continue à publier peut-être 2-3 fois par jour. Et progressivement, là, depuis novembre, je dirais septembre-octobre 2025, c'est à ce moment-là qu'il a dit, si on peut publier 3-4 fois par jour, pourquoi pas 15? Du coup, on a commencé à publier 15 pendant 2-3 semaines. Ensuite, il a dit, pourquoi pas 20? On a publié 20. Pourquoi pas 25? On a publié 25. Et un jour, il a pété un câble, il a dit, pourquoi pas 250? Et là, j'ai dit, frérot... donc on a publié 250 fois en une journée, et le compte s'est fait shadowban. Arrête. Il s'est fait shadowban, et du coup, on a compris qu'il fallait pas. Et parce qu'il y avait, je pense que c'est l'algorithme qui fait pas trop. Et ensuite, on est revenu à la normale. Et depuis plusieurs mois, on publie 32 fois par jour. Et donc, pour la petite anecdote, 20 vidéos qui sont basées sur les audits, comme tout le monde connaît. 5 vidéos en RLDC qui sont basées sur les meilleurs audits, donc le top 10 des audits qui ont le mieux marché. On fait des refontes qu'on publie en RLDC. Okay. Donc, puisqu'elles ont déjà marché une fois, on les retravaille très très bien. Et on les publie en RLDC. Et là, je pense dans le top 10 des vidéos, il y en a 5 c'est des RLDC, tu vois, qui sont partis de refontes et qui sont des RLDC. Et on publie à côté des vidéos concepts, donc comme les vidéos tableau blanc, etc. Des vidéos beaucoup plus travaillées. Et là, on va aborder des thématiques qui sont complexes dans le business et on va les rendre digestes à travers des contenus très très simples. Ok. Ouais. Et lui, Marvin, derrière le business qu'il voulait faire avec la création de contenu, est-ce qu'il a évolué? Au début, je suppose qu'il n'avait pas ça en tête et que ça a beaucoup changé. Exactement, donc il y avait une partie pour la notoriété, et ça il a compris très vite. Il y avait aussi une autre partie, il avait son mastermind ultra.
Parce qu'au début, Ultra, c'était un mastermind où il entourait, vu que lui, très très jeune, je pense les premiers 25 000 € qu'il avait de côté, il les a mis dans un mastermind. Ok. Et donc il a très vite compris que le networking c'était la chose la plus importante, enfin l'entourage c'était la chose la plus importante pour lui. En tout cas quand tu veux évoluer. Et donc il a fait ça et donc il a lancé son propre mastermind juste après qui du coup s'appelait Ultra au départ. D'ailleurs Ultra, pourquoi, de ce que j'ai compris, c'est il kiffe Booba. Booba il a un album qui s'appelle Ultra. Ok. Du coup, et du coup c'était ça qu'il mettait en avant, c'était ces événements-là, ces masterminds, etc. Et au fur et à mesure, il a commencé à faire du private equity, de ce que j'ai compris. Donc ça fonctionnait très bien. Il s'est dit pourquoi est-ce que je ne ferais pas ça avec mon audience à moi. Et c'est là qu'il a lancé son offre, il a commencé à la diffuser. Et ça a très bien marché. Aujourd'hui ça marche très très bien parce que j'accompagne beaucoup de ses élèves et j'ai toujours des retours très positifs. Donc c'est cool. Ouais. Ok. Et toi aujourd'hui, c'est quoi ton rôle avec Marvin? Vous avez une espèce d'association? Est-ce que tu es prestataire? Comment vous fonctionnez ensemble? Comment vous travaillez ensemble? Alors avec Marvin c'est simple. Donc il y a les audits. Donc les audits ici, c'est notre contenu. Comme je dis, le plus important quand tu crées du contenu, c'est tout le monde sait quoi dire, mais pas comment le dire. Donc ce qu'il faut définir, c'est des formats. Et les audits, c'est le meilleur format pour dire ce que Marvin a envie de dire de la meilleure des manières. Okay. Et donc, puisqu'on a trouvé ce format-là, l'idée c'est de capitaliser autour de ce format-là. Donc on publie 20 fois par jour ce format-là, mais on va aussi publier d'autres formats, on va tester de nouveaux formats. Donc ce format-là, on l'a validé, il fonctionne, ok, nickel. Donc on va mettre beaucoup de gens dessus. Mais à côté, moi, mon objectif, c'est ok, on a mis en place cette équipe-là, de clippers, etc., mais il faut trouver de nouveaux formats. Donc c'est de tester toutes les semaines de nouveaux formats, de nouveaux concepts, etc. Et moi, c'est plutôt cette partie-là. Donc il y a la stratégie qui est les audits, il faut faire des refontes des meilleurs audits qui sont sortis. Vu qu'on publie 20 vidéos par jour de nouveaux audits, tous les mois, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le top 100 des vidéos qui ont le mieux marché du mois dernier et on les fait refaire en changeant la police d'écriture, la saturation, la vitesse de la vidéo, parfois le titre. Vraiment changer les métadonnées pour pouvoir publier en réel d'essai et que Meta ne nous casse pas la tête et nous dise c'est la même vidéo, etc. Parce que les vidéos ont déjà marché une seule fois, on fait une première fois, donc elles vont systématiquement fonctionner puisque c'est la vidéo, c'est le fond qui a fonctionné. Okay. Ok. Et comment Marvin et toi, vous jugez qu'une vidéo a bien fonctionné? La métrique elle est très simple, c'est quand elles font plus de 100 à 150 000 vues, c'est que c'est une vidéo qui a bien marché, donc il faut la réexploiter. Ok, donc vous traquez le reach, mais est-ce que vous regardez la partie conversion, tout ce qui se passe derrière ou pas? Alors malheureusement, pour le moment, on ne regarde pas la partie conversion. Nous, c'est que du reach parce que le reach, forcément, ça t'amène de la visibilité. Après, nous, on a des moyens de retargeter des gens qui se sont engagés d'une manière ou d'une autre avec notre contenu. Ça, c'est pas ma partie à moi parce que je suis pas le head of sales, je suis pas le. Voilà. Mais je sais que la visibilité, c'est ce que moi je dois ramener. Donc, il y a une partie de tofu, très tofu, où on doit ramener de la visibilité. Et donc, ça, c'est un objectif premier. L'objectif second, c'est le contenu très mofu, où on doit asseoir l'autorité, donc créer la confiance. Et donc ça, c'est du contenu où on va parler de thématiques très complexes, etc. Et qu'on va essayer de rendre digeste. Donc les vidéos tableau blanc, etc. Et les vidéos Bofu, ça c'est les vidéos où on fait vraiment des témoignages très concrets. Lucas, ouvrier, a généré 100 000 € de chiffre d'affaires supplémentaire. On a 3 types de contenus. Après, pour traquer vraiment quel réel nous a ramené le plus d'argent, pour le moment, on n'a pas de solution. Toi aujourd'hui, quand tu travailles avec Marvin, quand vous posez ensemble, en fait ce qui me rend fou moi avec ce contenu-là, c'est qu'il fait 100 000 vues. Alors que pourtant, il n'y a personne d'autre qui arrive à faire autant de vues sur des formats comme ça. Après, c'est vrai que dans la thématique très très business, axée TPE, PME, c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne connais pas quelqu'un d'autre qui fait autant de vues, mais c'est pas qu'on fait beaucoup de vues, c'est vraiment la quantité qui prime. C'est parce qu'on publie 30 vidéos par jour. Et on fait à peu près 1 à 2 millions de vues par jour. Mais c'est impressionnant parce que sur ce type de format, c'est quelque chose qu'on voit plus trop. Et moi, je pense un truc qui a vraiment marché avec Marvin, et moi, c'est comme ça que je m'en souviens, c'est qu'il a lancé et il a bien performé sur des contenus un peu, pas le lifestyle, mais très autorité. Voiture, sa boîte alimentaire, je sais pas comment elle s'appelle. Mais en fait, je sais pas, j'ai des images de lui avec les voitures, avec Ultra quelque part, et avec lui en train de visiter ses entrepôts. Je sais pas d'où elle vient, c'est peut-être une vidéo YouTube que vous avez faite, mais je pense que ça a bien assis son autorité. Et ensuite, le contenu après les gens ont envie de l'entendre. Ok tout le monde, bon, c'est la fin de cette vidéo, de ce mastermind exceptionnel au Cap d'Antibes. J'espère que vous avez kiffé. Je suis éteint, j'ai plus d'énergie ces 3 jours, ils m'ont lessivé. Mais on a fait des super contacts, des super rencontres, des super connexions. J'espère que vous avez eu un max de valeur. Et de toute façon, voilà, il va en avoir d'autres, que ce soit avec le club ou avec mes gens de mon réseau. Voilà, on va vous documenter tout ça. J'ai plein de vidéos YouTube qui arrivent. On finit l'été dans le sud, on repart à Dubaï, on va à Ibiza avec des gens du club, on part au Japon faire un mastermind. Ça va être énorme. Ça arrive très vite, restez branchés. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous faire cette vidéo et moi je vous dis à bientôt.